Bonjour tout le monde, j'aimerais commencer par une introduction. Il y a 102 ans, la Première Guerre mondiale prend fin. Tout au long du XIXe siècle, il existe des rivalités territoriales et des tensions géopolitiques entre les puissances européennes. Il y a le système d'alliance conduit, la Triple Alliance et la Triple Entente. La guerre déborde rapidement le terrain européen. Les colonies entrent en guerre aux côtés de leurs métropoles et les populations coloniales, notamment d'Afrique et d'Inde, fournissent des soldats, de la main-d'œuvre et des matières premières. La Première Guerre mondiale est de nos jours encore d'emblée envisagée comme la Grande Guerre, non pas à cause de sa longue durée, mais à cause de la mobilisation générale. Des soldats bien sûr, mais tout autant de la population civile, indispensable là aussi pour soutenir l'effort de guerre. Dans cette analyse, nous allons expliquer en quoi les civils français ont-ils été acteurs de la Première Guerre mondiale. Pour cela, nous allons voir dans une première partie l'état d'esprit de l'arrière face à la guerre. Nous allons ensuite nous concentrer sur un arrière mobilisé par la guerre totale, pour finalement nous intéresser aux civils traumatisés par le conflit et qui souffrent. Nous allons commencer par notre première partie, l'état d'esprit de l'arrière face à la guerre. Dans cette partie, nous aurons trois sous-points. Le premier est l'union sacrée, le deuxième est le consentement des populations et le dernier sous-point est la mobilisation des esprits. Nous allons commencer par le premier sous-point, l'union sacrée, de 1914 à novembre 1918. L'union sacrée est le thème de la mobilisation sociale, affirmant faire une guerre défensive au nom du droit et de la justice. La France prétend mettre entre parenthèses ces divisions antérieures. Des unions sacrées sont créées, ce sont des mouvements de rapprochement entre partis politiques pour soutenir l'effort de guerre. Le patriotisme est fort et la volonté de défendre son pays est entretenue par la propagande. En France, après l'assassinat de Jean, les socialistes se rallient à la guerre aux côtés des partis de droit. Maintenant, nous sommes en deuxième sous-point, en 1914, le consentement des populations. Lorsque la guerre est déclarée en 1914, l'idée de défendre la patrie est acceptée par la majorité des populations européennes. Le concept de consentement ou de consentement patriotique désigne l'acceptation d'un conflit armé pour les raisons nationalistes par les combattants eux-mêmes. Il a notamment été utilisé à propos de la Première Guerre mondiale. Il soutient que l'attachement à la nation, la volonté de gagner la guerre et de protéger la patrie contre l'ennemi a prévalu au sein des sociétés européennes, mais aussi des troupes combattant sur les souffrances endurées par les combats et les privations. Par ailleurs, la France, qui a perdu l'Alsace et Lorraine lors d'un précédent conflit et souhaite récupérer ce territoire, nourrit un esprit de revanche à l'égard de l'Allemagne. Enfin, dernier sous-point, la mobilisation des esprits. Tout le monde pense que la guerre sera terminée à la fin de l'année 1914. Comme elle se prolonge, les États mettent en place une propagande et une censure efficaces pour maintenir l'élan patriotique. Les méthodes de propagande et de censure sont fausses nouvelles, notamment au cinéma où des scènes de bataille reconstituées sont proposées. Contrôle du courrier des soldats et de leurs familles pour éviter les mauvaises nouvelles. Embrigadement des enfants par l'école. La propagande critique vivement les soldats embusqués, c'est-à-dire des hommes qui échappent à la mobilisation ou ont des positions qui les protègent. Les soldats, pour éviter de passer pour des lâches,
hésitons ainsi longtemps à raconter ce qu'ils vivent réellement. Après avoir vu dans une première partie l'état d'esprit de l'arrière face à la guerre, maintenant, nous allons dans une deuxième partie nous intéresser aux arrières mobilisés par la guerre totale. Dans cette deuxième partie, nous aurons 3 sous-points. Nous allons voir dans une première sous-point une mobilisation économique, ensuite l'évolution de la place des femmes et à la fin une vie quotidienne rendue difficile. Maintenant, on commence avec notre premier sous-point, une mobilisation économique. Semaine spéciale 14 à 18, les fronts antérieurs, où l'on découvre comment l'État français a organisé l'économie en temps de guerre, afin que tous les acteurs convergent vers un but unique, la victoire. La Première Guerre mondiale se distingue des conflits précédents en ce qu'elle est aussi la première guerre industrielle. Il organise la production en collaboration avec les industriels qui s'adaptent pour répondre aux commandes. Afin de financer l'effort de guerre et de combler les déficits qui s'accroissent, l'État augmente les impôts, multiplie les émissions de papier-monnaie et emprunte à l'étranger. Il fait également appel au sang patriotique de la population pour récupérer des fonds. Ainsi, dans sa lettre du 11 août 1915, tu as dû voir dans les journaux que de tous côtés en France, on versait son or dans les caisses publiques. Je t'engage à te débarrasser de notre pièce de 40 francs. Il n'y aura jamais meilleure occasion, tu contribueras de la sorte à la défense nationale. Maintenant, deuxième sous-point, l'évolution de la place des femmes. Lorsque l'on parle de la Première Guerre mondiale, les premiers mots qui viennent sont poilus ou tranchés ou encore Grande Guerre. Mais il est une chose que l'on oublie souvent, c'est la place qu'ont occupée les femmes. Elles ont largement contribué à l'effort de guerre même si elles ne combattaient pas. Les femmes sont appelées par le chef du gouvernement. L'objectif est de travailler pour remplacer les hommes mobilisés. Encore aujourd'hui, certaines pensent que les femmes ont commencé à travailler lorsqu'elles se sont rendues dans les usines d'armement. Le professeur François Thébault a publié plusieurs ouvrages à ce sujet. Cela signifie une entrée des femmes dans un secteur très masculin. Ce sont les industries chimiques et métallurgiques qui se reconvertissent en usines de guerre, et la société contemporaine de l'époque s'inquiète de l'entrée des femmes dans ce secteur masculin, à la fois en termes de concurrence éventuelle et aussi sur ce que des médecins de l'époque appellent la masculinisation des femmes et ses effets moraux et sociaux qui peuvent être dangereux pour la société. Enfin, dernier sous-point, une vie quotidienne rendue difficile. Pendant la guerre de position, les villes et les villages situés à proximité immédiate du front sont bien entendu les plus exposés aux bombardements et aux destructions. Des villages entiers disparaissent totalement. Beaucoup de familles vivent dans les ruines de leurs maisons ou dans des abris de fortune. Au total, dans le nord de la France, 289 000 maisons sont détruites. 422 sont sévèrement endommagées. 11 000 édifices publics, mairies, écoles, églises sont à reconstruire. Après avoir vu dans une deuxième partie un arrière mobilisé par la guerre totale, maintenant, dans cette dernière partie, on va s'intéresser aux civils traumatisés par le conflit et qui souffrent. Ici, dans cette dernière partie, nous aurons 3 sous-points. Le premier sous-point dans lequel nous intéresserons est les bombardements et les destructions dues à l'artillerie. Et le deuxième sous-point dans lequel nous nous attarderons sur les effets du traumatisme et
troisième point, le génocide des Arméniens. Commence par notre premier sous-point, les bombardements et les destructions dues à l'artillerie. La marque laissée dans les mémoires individuelles et collectives par l'expérience du bombardement, de vie des civils et singulièrement de ses liés centraux matériellement et imaginairement, que sont les villes et en effet particulièrement fortes. Par ailleurs, ces destructions ont aussi pour objectif d'atteindre le moral des populations civiles. Maintenant, le deuxième sous-point, les effets du traumatisme. Après la Grande Guerre, des milliers de soldats souffrent de graves troubles physiques, paralysie, dépression, hallucinations, phobie, etc. Certains perdent la vue ou la parole. Cela dure une semaine ou deux, parfois toute une vie. Enfin, dernier sous-point, le génocide des Arméniens. Comme à l'époque, les motivations radicales du massacre des Arméniens ne sont aujourd'hui toujours pas reconnues par certains, qui défendent l'idée que ces massacres ne visaient pas à l'extermination systématique du peuple arménien. Après avoir vu les trois parties, je voudrais conclure. Conflit européen tout d'abord, puis conflit mondial. La Première Guerre mondiale peut être définie comme une guerre totale. En effet, la mobilisation a touché des sociétés entières avec le développement de l'économie de guerre via l'effort de guerre. Mobilisés à l'arrière, les civils sont violemment touchés. L'émancipation des femmes commence à progresser à cette période. À la fin de la Grande Guerre, les sociétés touchées par le conflit sont traumatisées et affaiblies. Conflits seront même le génocide arménien et le bombardement. La Première Guerre mondiale aura eu un impact inégalé jusqu'alors sur l'Europe et le monde.